Auditeurs et auditrices de Radio Jena, bonjour et bienvenue dans cette émission dédiée à la lutte contre le coronavirus au Togo. Et pour ce numéro, nous recevons Ankou Nayo. Il est le directeur de l'hygiène et assainissement de base. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Je suis Diboli Apedo. Bienvenue encore une fois. Alors monsieur, quelle est la situation globale ou bien générale du coronavirus au Togo? Bien, merci madame. Moi, je vais seulement présenter deux chiffres. Oui. Le nombre de décès qui aujourd'hui est à 80. Et le nombre de décès dû au coronavirus. D'accord. Bon, et il y a toutes les catégories d'âge. Il y a eu des enfants, il y a eu des jeunes, des adultes et des gens du troisième âge aussi. Bien que ce soit plus les gens du troisième âge. D'accord. Maintenant, le nombre de cas actifs. Actifs, c'est ceux qui ont le virus et qui, après test ou bien après analyse, ont découvert qu'ils ont le virus. Donc, ils font soit des symptômes ou non. Ce nombre est élevé, c'est-à-dire 853. C'est ce nombre-là. Ce nombre dit que 853 personnes sont susceptibles d'être internées, soit pour des soins, soit pour être suivis, ou soit pour être confinés et suivis. Donc, vous voyez, 853, si nous prenons l'ensemble des hôpitaux, pour interner quelqu'un, ne serait-ce que 14 jours, 853, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Oui. Et comment expliquer ce chiffre qui monte? Parce qu'à un moment donné, le Togo était à 100 de cas actifs. Oui. Bon, on a constaté qu'après les fêtes, il y a eu une flambée de cas. Et ceci s'explique par le fait qu'au moment des fêtes, il y a eu le relâchement de l'application des mesures barrières. Donc, globalement, les gens vont s'approvisionner au marché. Ils ne portaient plus de masque, ils ne respectaient plus la distanciation sociale. Et en dehors de ça, il y a eu les visites et les voyages clandestins qui ont fait que des gens arrivent qui sont porteurs du virus et qui, en s'attroupant avec les autres, ont contaminé. Il y a eu les pratiques traditionnelles que sont les funérailles, les mariages, les baptêmes et parfois même des boîtes de nuit clandestines. Donc tous ces facteurs combinés ont contribué à la flambée des cas. Alors, vous avez parlé tout à l'heure de boîtes de nuit. Quelle est la situation claire? Il faut clarifier les choses aux auditeurs. C'est toujours fermé ou c'est ouvert? Puisqu'aujourd'hui, on sait que les débits de boissons sont accessibles. Mais est-ce que les discothèques sont accessibles également à la population aujourd'hui? Théoriquement, les boîtes de nuit sont fermées. Oui. Selon la loi. D'accord. Mais sans parler d'une boîte de nuit totalement officielle, mais vous allez voir que les gens organisent des fêtes et ils dansent dans des soirées. Dans les sous-sols, où il y a de plus en plus de sous-sols construits. Des discothèques privées. Des discothèques privées et même des cérémonies de mariage ou de baptême ou de quoi que ce soit où les gens vont, ils dansent. Donc il y a tous ces phénomènes-là assimilés aux boîtes de nuit aussi. Il y a même des marchés de nuit aussi qui animent par région et par endroit. Donc tous ces phénomènes-là ont contribué à cette maladie. Les frontières terrestres sont fermées aujourd'hui, mais on constate que les cas enregistrés proviennent surtout des voyageurs au-delà de l'aéroport qui est accessible. Mais comment expliquer cette situation, surtout au niveau de l'intérieur du pays où les cas augmentent chaque jour? Oui, à l'intérieur du pays, le problème est ceci. Il y a au-delà des frontières, vous avez vu que des marchés animent de part et d'autre d'une frontière. Si vous prenez le cas de Saint-Cassé par exemple. Donc les gens, ils vont dans ces marchés, vice-versa. Les Togolais vont au marché dans le Burkina, les Burkinabés viennent dans les marchés du Togo. Des Ghanéens viennent dans des marchés au Togo, les Togolais vont dans des marchés du Ghana. Au Ghana. Et du côté Bénin, la même chose. Et pendant cette période de fête, il y a eu assez d'échanges pour pouvoir organiser les fêtes, ce qui a fait que la population a contracté plus le virus. D'accord. Maintenant, au-delà du fait qu'il y a des regroupements, des événements organisés de part et d'autre, il y a également le relâchement dans les mesures barrières.
est-ce parce que les gens sont fatigués ou bien comment expliquer ce comportement des citoyens? Oui, ça, le relâchement est un phénomène naturel, c'est-à-dire que vous voyez avec l'usure du temps, parce qu'au départ, on avait parlé de cette maladie, on ne connaissait pas la maladie, il y avait une peur donnée et les gens ont commencé par respecter les mesures barrières. Mais entre-temps, tout est banalisé en ce sens que comme le temps passe, on est avec les mesures barrières, on n'a pas réussi à l'adopter comme un moyen naturel de se protéger. Et on a parfois aussi, les gens sont dans le déni du fait que à côté d'eux, ils n'ont pas vu des cas où ils n'ont pas vu des gens en mourir. Oui, les gens ont contracté le virus. Oui, donc à côté d'eux, voir que si ceux qui sont les plus crédules, c'est ceux-là qui ont vu un des leurs attraper le virus. Et eux, ils respectent. Mais les autres qui n'en ont pas vu, ils se disent que cette maladie n'existe pas. Il y a plein dans la communauté. Et c'est l'une aussi des causes. Donc le relâchement, ça c'est constaté globalement sur toute l'étendue du territoire. Vous allez voir que même il y a des localités où les gens ne se soucient même pas aux mesures barrières. Donc c'est un problème sérieux. Alors, est-ce que le gouvernement veut changer de fusil d'épaule dans la lutte contre la pandémie, au vu de tout ce que vous venez de dire? Oui, on ne va pas dire que c'est changement de fusil d'épaule, mais il faut réadapter la stratégie. Vous avez vu que entre-temps, il y avait la FOSAP, mais aujourd'hui, c'est une force mixte qui existe. D'où on a intégré les leaders communautaires. Ça peut être les CVD, les jeunes, les gens de la localité qui ont eu à être formés et des gens proches de la communauté qui sont rentrés dans la lutte et qui peuvent eux-mêmes maintenant mener la lutte efficacement avec les forces de l'ordre et la communauté. Je pense que c'est plus payant. Donc, vu la flambée ces derniers moments, le travail a commencé par porter ses fruits. Donc, aujourd'hui, il y a eu des communications, des sensibilisations, des émissions, mais le constat, c'est que quand vous allez dans les lieux ou bien dans les localités reculées, la majorité des citoyens ne maîtrisent pas tellement les contours de cette maladie-là. Même si vous leur demandez le coronavirus, vous en savez quelque chose, elle vous dit, oui, la population vous dit oui, on est au courant, mais les contours, non. Comment amener, quelle stratégie mettre en place pour amener les populations à maîtriser, surtout des zones reculées, à maîtriser la pandémie? Oui, bon. La première stratégie, c'est d'impliquer davantage les citoyens de ces localités, de les impliquer davantage dans la lutte. Donc, s'il y a des formations à faire, s'il y a des activités à faire concernant la COVID, il faut les impliquer. Comme ça, quand ils sont impliqués, ces citoyens vont aller vers les autres et leur expliquer ce que c'est. En dehors de ça, c'est ce que vous êtes en train de faire, c'est-à-dire que continuer les émissions de sensibilisation et de toutes les manières possibles. Ça peut être in situ, c'est-à-dire sur les lieux, c'est-à-dire au marché, vers les églises, un peu partout. Et puis des émissions comme celle-ci, tout ça là, combiné. Et s'il y a les moyens, aller vers les communautés et mettre les moyens, c'est-à-dire le masque, les dispositifs de lavage des mains, tout ça là. Et toutes ces stratégies quand même vont combiner à ce que les cas baissent. Alors, Monsieur Nayo, y a-t-il un risque de revenir à certaines restrictions, si je veux parler de la fermeture des écoles, des lieux de culte, l'interdiction de sport, de pratique de sport? Est-ce qu'on tend vers des situations comme cela? Bon, je ne suis pas sûr qu'on y arrivera à ce sens que il y aura des vaccinations à faire à l'horizon. Et on connaît mieux la maladie aujourd'hui et nous avons vu qu'il y a eu un championnat. Le CHAN. Le championnat d'Afrique des Nations. Oui, qui a été organisé avec succès au Cameroun où les gens ont pratiqué un sport de masse qui est le football.
D'où il faut réadapter. C'est-à-dire qu'il y aura une réadaptation à faire. De la pratique du sport. De la pratique du sport, si nous prenons le sport. Maintenant, pour les écoles, bon, ça se gère déjà. C'est-à-dire que si dans une école, il y a des élèves qui ont été contaminés, c'est ces classes, les classes où les élèves sont contaminés, ces classes-là vont être mises en quarantaine pour un moment. Pour un suivi. Pour un suivi. Et ces classes vont être désinfectées, des mesures idoines prises. Et là, on va évoluer. Sinon, ce serait que s'il faut faire le confinement, tout ça, là, je ne pense pas que ça puisse se payer. Et au niveau des lieux de culte, où on observe un relâchement dans les mesures barrières? Bon, les lieux de culte sont globalement des lieux organisés, où vous avez par exemple dans une église un pasteur ou un prêtre qui est le leader naturel, et à côté de lui il y a les autres. Donc au début ils sont très bien organisés et que les mesures barrières sont respectées. Donc je pense vraiment qu'il faut relancer pour qu'ils continuent dans cette discipline. C'est la même chose dans les mosquées. Bon, le relâchement, il est vrai, ça a été constaté, mais quand on les relance, je pense que les gens ont commencé par encore respecter. Nous sommes en période de harmattan et vous le savez, certaines personnes prennent l'harmattan comme cause de la flambée des cas de contamination. Est-ce que c'est, surtout au nord du pays, est-ce que c'est une hypothèse ou bien c'est une cause bien confirmée, M. Nayo? Bon, vous voyez l'harmattan, pendant l'harmattan, il y a des grippes. Mais il y a la toux. Oui, il y a la toux, il y a des grippes. Bon, souvent des grippes saisonnières et autres. Mais avec le corona, pour dire que c'est corona ou c'est une grippe ou c'est telle maladie, il faut passer par des tests, des analyses médicales. Et c'est ce que disent les analyses, que les gens affirment qu'il y a eu flambée. Il y a eu assez de cas de Covid-19. Bon, maintenant, est-ce que c'est l'harmattan qui le fait? Non. En ce sens que la flambée a eu lieu au nord, tout comme au sud. Et à Lomé même, il y a eu assez de cas. Et aujourd'hui, au nord, il y a toujours l'harmattan, mais les cas ont commencé par baisser là-bas sensiblement. Alors qu'à Lomé, ça continue pas à monter. D'où on ne peut pas, a priori, dire que c'est l'harmattan qui en est la cause. Donc, les causes sont ailleurs. Et ça, sur le plan scientifique, on est en train de le chercher. Et je n'ai pas de réponse par rapport à ça. Mais là, comment mettre la différence? Et qu'est-ce que les citoyens doivent faire quand ils sentent qu'ils ont de la grippe et tout ça, ne pas rester? Parce qu'il y a certaines personnes qui ne veulent même pas aller à l'hôpital. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Vous voyez, c'est-à-dire, ce n'est pas seulement au coronavirus qu'il faut prendre les mesures, c'est par rapport à toutes les maladies. Il faut éviter une chose, l'automédication. Donc, quand on est malade, il faut aller se faire soigner. Même si on est médecin, même le médecin n'a pas le droit de se soigner lui-même. Il faut qu'il se confie à un autre. Donc, il faut aller à l'hôpital. On va au centre de santé, déclarer, dire, je souffre d'ici. S'il y a des analyses, on fait les analyses. Et après le diagnostic, il y a ce qu'on appelle la thérapeutique. On vous prescrit des médicaments s'il le faut. Et si vous allez à temps, on s'en sort toujours. Mais si on traîne, on fait l'automédication, on aggrave son cas, c'est-à-dire que parfois des médicaments dangereux. Et là, ce n'est pas bien. Donc, moi, mon conseil, c'est que, quelle que soit la maladie, il faut aller à l'hôpital. L'hôpital est fait pour soigner les gens. Alors, oui, allez-y. Non, l'hôpital, ce n'est pas un lieu où on va pour avoir des remontrances. Non, c'est pour se faire soigner. Dès que vous sentez des symptômes, même si ce n'est pas lié au coronavirus, il faut aller vers le personnel soignant. Tout symptôme, même mineur, doit conduire quelqu'un à aller vers l'hôpital. D'accord. Alors, on a parlé tout à l'heure des écoles où il y avait eu des cas de contamination des élèves. Il y en a encore, mais ce n'est pas récurrent comme au début. Mais le suivi de l'application des mesures barrières inquiète certains acteurs, surtout des défenseurs des droits de l'enfant, qui ont dit les mesures prises par le gouvernement pour
pour le respect, pour éviter les contaminations, ne sont pas vraiment appliquées dans certaines écoles. Parfois, vous arrivez, le dispositif de lave-mains est là, mais ce n'est pas utilisé. D'autres enfants qui n'utilisent même pas le cache-nez, qui sont les tout petits, qui jouent avec ces cache-nez. Aujourd'hui, comment amener au respect de ces mesures dans les établissements scolaires? Oui, la première chose, c'est de parler avec les parents. Les parents d'abord à la maison. Les parents doivent jouer un rôle. Donc, quand l'enfant à la maison, on l'éduque par rapport à ça, c'est déjà un acquis. D'accord. En dehors de ça, il y a les associations autour de l'éducation. Ça peut être les associations des parents d'élèves, des enseignants. Il faut s'adresser à eux aussi. Et maintenant, il faut s'adresser aux responsables des écoles. Les responsables des écoles, si c'est les privés, les inspecteurs, les enseignants, les directeurs. Et leur faire comprendre tout ce qu'il faut faire. Il faut le faire dans un langage simple. Oui. Mettre à leur disposition, s'il le faut, et les outils. Ça peut être le lave-mains, ça peut être aussi les solutions hydroalcooliques et les masques, s'il le faut. D'accord. Donc, et faire appliquer les mesures. Entre-temps, on avait pensé aussi à la façon alternée de faire les cours. Et ça a été mis en œuvre. Si c'est le cas qui s'impose, vu les effectifs qu'on a aujourd'hui, il faut toujours continuer par le faire. Et puis, les faire asseoir de façon zigzag, comme ça a été dit avant. Donc, recommandé. Il faut décongestionner les classes. Donc, si tout ça est respecté, il n'y aura pas de Covid à l'école. Il ne faudrait pas faire un suivi, parce que oui, c'est dit, mais il faut aller vers ces établissements pour voir si c'est appliqué ou pas. Oui, vous avez pleinement raison. Ça aussi, le suivi aussi, il le faut très sincèrement, parce qu'au départ, le suivi se faisait. Mais maintenant, il y a un relâchement. Tous les jours, mais maintenant, je ne suis pas sûr que les suivis se font comme cela se faisait avant. Donc ça aussi, il faut remettre le suivi en place. D'accord. C'est un point important. Vous êtes sur Web Radio Diena dans l'émission Stop Covid-19 et nous sommes avec Ankou Nayo. Il est le directeur de l'hygiène et assainissement de base. Alors, monsieur Nayo, on va revenir sur votre domaine, c'est l'hygiène. Aujourd'hui, le coronavirus amène plusieurs personnes à revoir leur hygiène, surtout au niveau de leur domicile. Quel est le constat général que vous avez eu à faire depuis mars jusqu'à aujourd'hui? Bon, je peux vous dire sans mentir que depuis mars jusqu'à aujourd'hui, sur le plan hygiène, rien n'a changé au Togo. Il n'y a pas d'amélioration? Oui, il n'y a pas eu d'amélioration, on est toujours resté comme tel. Alors que maintenant, en réalité, on doit réellement appliquer l'hygiène. Par exemple, si vous prenez le masque, le masque fait quoi par rapport à l'hygiène? Le masque sert à faire appliquer l'hygiène respiratoire. L'hygiène respiratoire, c'est que le Covid s'attrape lorsque je l'ai et que je suis à côté de vous, je respire et que vous recevez les gouttelettes, mes postillons, tout ça là, vous pouvez l'attraper. Donc, il faut l'appliquer. L'hygiène corporelle même, elle est très importante parce que si je suis un peu sale et que porter le masque devient un problème, surtout au soleil. Donc, il faut être propre. Même l'hygiène bucco-dentaire, il le faut parce que si on n'a pas une bonne hygiène bucco-dentaire, on supporte mal le masque. Oui. Donc, ça aussi, il le faut. Ça, c'est le côté masque. Maintenant, je reviens à l'hygiène des mains. Oui. On le disait souvent, l'hygiène des mains est très importante. Même avant le Covid. Avec les maladies hydriques, c'est ça? Oui, les maladies hydriques, ou hydrofécales. Oui. Avant même Covid, les Nations Unies ont institué le 15 octobre comme journée mondiale du lavage des mains. Ce qui veut dire que 80% de nos maladies, ce qu'on appelle les maladies transmissibles, ne viennent par la main. D'où c'est très important de laver les mains. Ce n'est pas seulement Covid. Mais avec le Covid, les gens au départ ont censé laver les mains, mais entre-temps, vous-même venez de le dire, vous voyez les dispositifs qui sont là, mais qui ne sont pas utilisés. Oui, ce n'est pas utilisé, les gens passent à côté de ça. Donc, ça aussi, ça n'est rien fait. Bon, par rapport à la distanciation sociale, c'est-à-dire physique, vous allez voir vous-même lorsque
on est en train de payer dans les banques, les gens sont là, collés l'un à l'autre, tout le monde est pressé, mais sans respecter ça. Et un autre phénomène, on a dit si on veut se moucher ou on veut éternuer, il faut le faire dans un mouchoir, dans un papier mouchoir et jeter ce papier dans la poubelle. Jusqu'aujourd'hui, beaucoup ne le font pas, ils utilisent leurs mains pour se moucher. Ils ne touchent pas dans le coude, dans le creux du coude. Et tout ça, l'hygiène, ça n'a pas évolué. Et au niveau de l'assainissement général, je vais parler des quartiers, de chaque localité. Est-ce qu'il y a eu une amélioration, Est-ce qu'il y a eu une amélioration à ce niveau? Je peux vous dire aussi qu'il n'y a rien eu comme amélioration. Comment cela s'explique, M. Nayo? Oui, quand nous allons dans les quartiers, les plaintes que nous recevons tous les jours, c'est que mon voisin jette ses eaux résiduelles sur la route. Mon voisin, il a fait un puisard sur la route qui me dérange. Les gens, les déchets solides, ce que nous appelons communément les ordures ménagères, sont laissés tout au long de la route. Donc, tout ce phénomène, entre-temps, on peut dire que c'était beaucoup mieux même qu'aujourd'hui. Avant, le mettait propre, les citoyens balayaient devant leur maison, et puis avaient des poubelles, et ces poubelles sont de temps en temps vidées, mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Et aujourd'hui, les gens ne veulent même pas souscrire à un petit abonnement pour qu'on vienne vider leurs poubelles. Ils ne veulent même pas sortir l'argent. Et quand on leur pose la question, ils disent qu'ils n'ont pas les moyens pour le faire. Et ils pensent que c'est une obligation pour l'État de venir le faire. Mais au même moment, vous constatez que la ville s'étend. La population grandit, et ça grandit chaque année. Voilà, mais on ne veut même pas laisser des portions de terrain à l'État pour avoir ce que nous appelons les décharges intermédiaires. Quelque chose que l'État doit disposer. Vous voyez vous-même, madame, que c'est extrêmement grave aujourd'hui. Et au niveau de votre direction, est-ce qu'il y a eu des programmes ou bien des actions exécutées en cette période de crise sanitaire pour amener à la promotion de l'hygiène et de l'assainissement de nos quartiers? Oui, bon. Nous avons par exemple en milieu urbain ce que nous appelons l'assainissement total piloté par la communauté en milieu urbain qui existe et on est en train de le mettre en pratique, c'est-à-dire éviter par exemple la défécation à l'air libre en milieu urbain, parce qu'il y a des maisons qui sont construites. Vous allez voir que le Togolais construit, ce qui le préoccupe le plus, c'est le nombre de chambres à coucher. S'il n'y a pas de cuisine, il n'y a pas de WC-douche, il n'y a rien, ça ne le préoccupe pas. Donc, ce programme amène les gens à construire ces équipements, c'est-à-dire les latrines, les équipements nécessaires pour une maison confortable. Et nous le faisons pendant cette période de Covid aussi. D'accord. Donc aujourd'hui, par rapport à la défécation à l'air libre, le phénomène ne change pas. Il y a certains quartiers de Lomé, par exemple, où quand vous passez dans un coin de la rue, vous ne pouvez pas respirer. Est-ce qu'il y a un travail qui se fait à ce niveau? Oui, il y a un travail qui se fait, mais il faut dire que les vieilles habitudes ont la vie dure. Il n'y a pas si longtemps, il y a quelques jours seulement que choléra vient d'être éteint dans un quartier de Lomé. Donc, et nous sommes en saison sèche. Maintenant, quand la saison des pluies arrive, c'est un cauchemar pour nous parce qu'il y a plein de choses. Avec la saison des pluies, c'est la recrudescence des épidémies. Ça peut être le choléra, ça peut être toute maladie diarrhéique, il y a beaucoup de choses. Il y a même le palu. Donc, tout ça là, c'est dû à l'insalubrité. L'hygiène et l'assainissement concernent également l'utilisation de ces cache-nez et ce qu'on en fait juste après son utilisation. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faudrait? Comment utiliser correctement ce cache-nez et qu'est-ce qu'il faut en faire à la fin quand le cache-nez est usé? Ok. Bon, vous voyez le cache-nez, ce que je porte avec moi, c'est-à-dire, il y a plusieurs types. Ce que nous appelons le cache-nez ou le masque chirurgical, ça là que je porte. En fait, quand je le porte pour une journée, c'est fini, je ne dois plus le reprendre.
Mais qu'est-ce que je dois en faire? Je mets dans une poubelle. Et quand il est ramassé, bon, il va être détruit selon les normes. Bon, si je suis dans un hôpital ou quelque part, on va carrément l'incinérer. C'est pas l'incinération. Oui. Donc, ce qu'on peut faire, c'est que s'il y a les poubelles dans les rues ou tout ça là, il faut les jeter là-bas. Il ne faut pas le laisser au sol pour que les enfants y accèdent et puis s'amusent avec. Il ne faut pas aussi le laisser dans les rigoles parce que ça va boucher. Donc, ça c'est un. Bon, si vous êtes proche d'un hôpital ou d'un centre de santé, il faut aller mettre ça dans leur poubelle. Donc, ils sauront ce qu'ils vont faire avec. Oui. Bon, maintenant, ce qui est conseillé, c'est les masques lavables. Donc, si j'en dispose, j'ai peut-être 3 ou 4. Dès que j'utilise un pour une journée, je le lave, je le sèche. Je le lave et je le désinfecte bien. Et puis, je le sèche. S'il est sec, je peux le reprendre après. Je prends un autre, ainsi de suite. Et ça, là, je peux les garder. Même à la fin de l'épidémie, je peux les garder. S'il y a une autre épidémie cyclique qui arrive et qui nécessite le masque, je les reprends. On peut toujours les utiliser, surtout en période d'harmattan où il y a la poussière. Oui, même pour les cyclistes, dans le temps, je voyais les gens utiliser les masques. Mais c'est aujourd'hui que les gens utilisent plus les masques. Les masques, c'est bien, on peut toujours les utiliser. Donc, lui, il est mieux conseillé parce que lui, il pollue moins la nature. Mais les masques chirurgicaux, tout ça, là, en réalité, devait rester à l'hôpital et incinéré à la fin. Vous avez dit tout à l'heure, il ne faut pas jeter le masque ou bien le cache-nez au niveau de la rue, ou bien des caniveaux, ou bien n'importe où, mais c'est ce qu'on constate aujourd'hui. Et on enlève le cache-nez, on jette là où on se trouve, ou bien on le met dans les caniveaux. Et surtout, l'inquiétude des parents, c'est le fait que leurs enfants ramassent ces cache-nez et ils jouent avec les cache-nez, mais ils se posent des questions, comment ils vont faire pour protéger les enfants à ce niveau, parce que quand les enfants passent par la route de l'école, c'est autre chose. Oui, ça, il faut que les parents aussi donnent des instructions à leurs enfants, les éduquent. Il faut que les enfants écoutent leurs parents aussi, de ne pas toucher toutes choses qu'on voit sur le sol. Ça, c'est un. Bon, et les employés des sociétés aussi qui s'occupent de la voirie, donc lorsqu'on voit ces cache-nez, il faut les ramasser, puis les mettre dans les endroits les plus appropriés pour que ces cache-nez-là soient détruits. Donc voilà les instructions qui peuvent amener à bien gérer ces cache-nez-là, abandonnés un peu partout. Et pour ces enfants, on est en ville, ou on n'est pas en ville, on est quelque part où on a les moyens, il suffit seulement de creuser et puis les enterrer là-bas. Et ça va devenir entre-temps un engrais ou quelque chose. D'accord. Et maintenant, et pour ces enfants qui sont en situation de rue, ces enfants qui ramassent des choses au niveau des dépotoirs intermédiaires et autres, qu'est-ce qu'il faudrait faire à ce niveau? Surtout, aujourd'hui, on voit des enfants aller, même des personnes âgées, aller vers ces dépotoirs, ramasser les cache-nez, les laver et les revendre. Quel est le message, monsieur Nayo? En fait, cache-nez ramassé dans un dépotoir, même si c'est lavé, repassé quand même, si je veux acheter quelque chose, il faut quand même vérifier. Observer. Est-ce que cette chose-là est vraiment n'a jamais été utilisée? Parce que si c'est déjà usé, on peut le savoir. Bon, ça, il faut conseiller aux gens de ne pas faire ce genre de choses. En réalité, un dépotoir doit avoir de couture. Et ne doit pas être accessible, même pas aux animaux, avant de parler des hommes. Donc, un dépotoir normalement autorisé, c'est pourquoi on parle de dépotoir autorisé. Si c'est autorisé, ici, il doit avoir une grande clôture, tout autour, fermée à clé, pas accessible même aux animaux. Même le chien ne peut pas y accéder, ni la poule. Là, ça, c'est un bon dépotoir. Quand on met quelque chose là-bas, c'est resté pour qu'on vienne prendre la chose et aller gérer comme il faut. Bon, les dépotoirs, vraiment... Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas de dépotoirs autorisés. Ce qu'on retrouve souvent dans les quartiers, c'est des dépotoirs, je vais dire, sauvages. Parfois, même, c'est des terrains vides. Oui, qu'on transforme en dépotoir. Qu'on transforme en dépotoir. Mais c'est dommage. Donc, avec les mains, ça, c'est des sujets à discuter pour voir qu'est-ce qu'il faut faire pour ramasser ces choses. Et les propriétaires de ces terrains abandonnés aussi, il faut les ramener à l'ordre pour la gestion de la chose.
Alors, Monsieur Nayo, quel est votre appel aux citoyens pour faire pour que le virus soit, je vais dire, la chaîne de contamination soit brisée aujourd'hui au Togo? Pour que la chaîne de contamination soit rompue, il faut qu'on sorte moins. C'est-à-dire que si on n'a rien à faire dehors, quand je dis dehors là, c'est aller se promener, tout ça là, ce n'est pas nécessaire d'y aller. Ça, c'est la première chose. Oui. Parce que c'est quand on va dans les rassemblements qu'on prend le risque de se faire contaminer. Maintenant, pour les travailleurs, ceux-là qui sont, prenons ceux qui sont le plus à risque. Ceux qui sont le plus à risque, c'est, je prends les coiffeurs, les coiffeuses, parce que les gens viennent et pour les coiffer, ils ne portent pas de masque. Et là, ils peuvent tousser, c'est là on peut prendre aussi la maladie. Au moins que le coiffeur lui-même, il porte son masque. Puisqu'il touche plusieurs personnes en coiffant, il faut qu'il lave régulièrement les mains. Quand il finit avec quelqu'un, il vient de coiffer quelqu'un et la personne se lève, il veut coiffer un autre, il doit laver ses mains. Et demander aussi à ceux qui arrivent, quand ils arrivent chez eux, qui lavent les mains et qui portent le masque au moins avant d'entrer là-bas. Oui. Ça, c'est un. Maintenant, pour nous, en général, quand nous allons dans les marchés, il faut qu'on respecte les mesures barrières. C'est-à-dire que il ne faut pas trop s'attrouper devant quelque chose. Quand je vais acheter les choses et puis on s'agglutine, non. Il faut respecter la distanciation sociale, porter le masque. Quand on veut tousser ou éternuer, il faut le faire comme on l'a dit, c'est-à-dire dans le creux du coude, ou si on a un mouchoir, tousser dedans. Bon. Pour les marchés de nuit, ça c'est interdit, mais il faut que les gens n'y vont plus. Si les gens n'y vont pas, les marchands de nuit ne viendront pas non plus. Et les discothèques, ceux qui ont les discothèques clandestines, tout ça là, il faut les fermer. Il faut comprendre que la vie a un prix. D'où il faut se protéger soi-même, protéger les autres. Protéger les autres parce que on a beau se dire, bon, moi, ça ne va rien me faire, mais on a des parents à la maison, on a des gens. Si vous prenez la maladie, c'est asymptomatique avec vous, mais que vous arrivez, vous transmettez à vos parents, qui eux peuvent être susceptibles d'en mourir, ça c'est un problème. Donc il faut penser à toutes ces choses et respecter les mesures barrières. Maintenant, quand on est là et que les gens arrivent des pays voisins, par des voies contournées, c'est-à-dire ne passent pas par les postes frontières autorisées, il faut les dénoncer pour qu'on les mette en quarantaine, ne serait-ce que 2 semaines. En attendant le résultat des qu'on tests. les mette en quarantaine, même s'ils sont négatifs, ils restent là-bas un temps. On refait les tests et s'ils sont négatifs, on les laisse. D'accord. Pour éviter que la maladie se dissémine. Donc voilà globalement ce que je peux dire. Merci beaucoup à vous, Monsieur Nayo, d'avoir accepté notre invitation. C'est à moi de vous remercier. C'est ma première fois de venir ici. Bon, mais je vous remercie pour tout le travail que vous faites parce que en acceptant de faire ce travail, vous contribuez beaucoup à réduire le risque. C'est un plaisir de sensibiliser les citoyens. Alors, pour contenir le virus, il faut donc respecter les mesures barrières, port de cache-nez, tout ce dans le creux de votre coude, ou surtout la distanciation sociale dans les lieux publics, et respecter cette distanciation. Nous étions aujourd'hui avec Ankou Nayo. Il est le directeur de l'hygiène et assainissement de base. Je suis Djibouadi Apedo. À très bientôt.